Peu importe quel type de contenu vous consommez au quotidien, livres, séries, films, il y a un thème que vous ne pourrez jamais éviter, la romance. Et ça, l'animation japonaise l'a bien compris. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on voit un animé de romance ou un shoujo qui sort avec plus ou moins de budget pratiquement tous les mois. Mais le problème quand on produit autant d'œuvres avec le même thème ou un thème commun, c'est qu'au final on se trouve avec beaucoup de choses qui sont plutôt médiocres, voire même complètement à chier. Mais avec un catalogue d'animés aussi rempli, il y a des petits malins qui ont commencé à trouver une technique pour pouvoir attiser la curiosité du lecteur. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à écrire des synopsis de plus en plus pétés. Ah ouais, parce que quand votre synopsis il a l'air d'avoir été écrit par un mec qui a sifflé 3 kilos de coke, de suite ça donne envie de regarder. Je parle d'animés comme 100 Girlfriend, More Than a Married Couple, ou Quintessential Quintuplets, plus dur à dire, tu meurs. Et encore, là je gratte que la surface. Non, je ne parlerai pas de la fois où ma femme s'est réincarnée en écolière, il faut les se faire foutre. Et même si jamais on se demande quand même si jamais ce genre d'idées-là elles servent pas juste à répondre à des fantasmes, la plupart du temps, il y a quand même beaucoup d'animés qui finissent par s'écarter de ces synopsis de base et qui finissent par créer une histoire intéressante et parfois même touchante. Il y a des très bons animés au final qui ont réussi à se séparer de synopsis là. Il suffit de penser à Dan Dan Dan, hein. Au final le premier épisode c'est juste une meuf et un mec un peu bizarre, la meuf a failli se faire violer et l'autre il a perdu ses boules. Donc, et pour autant, c'est l'un des animés les plus populaires en ce moment. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé qui se trouve à l'extrême opposé de ces œuvres-là. C'est-à-dire qu'il est tellement resté dans son synopsis de base que c'est devenu une horreur à regarder. Je vous parle en effet de l'énorme bouse qu'est Rent a Girlfriend. Et votre première réaction, c'est sûrement mais Rent a Girlfriend, dans le genre, c'est vraiment pas le pire. Et je vous aurais raison. Rent a Girlfriend n'est pas le pire animé de romance jamais créé dans ce thème-là. Mais il excelle d'une telle façon à réunir tout ce que je hais dans un animé que je ne peux le décrire autrement que comme le pire animé de romance moderne jamais créé, même si jamais c'est pas objectif. Et avec l'arrivée récente de la saison 4, j'avais envie de revenir sur cet animé et de décrire qu'est-ce que je hais le plus dans celui-ci. Mais avant de dire pourquoi est-ce que je hais cet animé au plus haut point, rappelons quand même qu'est-ce que c'est Rent a Girlfriend. C'est un animé dont le premier épisode est sorti le 10 juillet 2020 et dont la publication se fait dans le Kodansha Weekly Shonen Magazine depuis 2017. Je sais pas trop ce qu'il fout d'ailleurs dans le Weekly Shonen Magazine, mais bon. L'anime raconte la vie de Kazuya Kinoshita, qui est un étudiant de 20 ans et qui est l'incarnation même du gros loser, puisque dans les 30 premières secondes de l'anime, il se fait quitter par sa copine, Mami, qu'on reverra encore plus tard, devient alors complètement désespéré et tombe par hasard sur une application qui permet de louer une petite amie. Ouais, vous savez, cette pratique un peu obscure pour nous autres occidentaux, qui nous vient tout droit du Japon, c'est le thème de cet animé. Bon, après, on pouvait s'en douter avec le titre, mais déjà, ça nous dresse un tableau assez clair. C'est donc sur cette application qu'il fait la rencontre de Mizuhara Chizuru, ou de son vrai nom Ichinose Shizuru, qui est présenté comme étant la petite amie parfaite. Kazuya étant l'énorme puceau qu'il est, il se demande comment Shizuru peut faire aussi bien semblant d'être une petite amie. Comme si jamais c'était pas un peu genre son boulot, quoi. Donc pendant l'un de leurs rendez-vous, il s'énerve et demande à Chizuru comment est-ce qu'elle peut être aussi vide et comment est-ce qu'elle peut faire pour mentir à autant de gens. Ce à quoi elle répond en s'énervant à son tour et en cassant un petit peu l'ego de Kazuya. Mais c'est alors que Kazuya reçoit un appel lui disant que sa grand-mère a fait un malaise, il se rend alors à l'hôpital avec Chizuru. Pourquoi est-ce que Chizuru est là alors qu'elle aurait juste pu rentrer chez elle? Enfin bon. Et du coup on rencontre sa grand-mère et ses deux parents, personnages plutôt importants pour le reste de l'histoire. Quand ceux-ci leur demandent est-ce qu'ils sont en couple, Kazuya, sa première réaction c'est de la présenter comme sa petite copine. Ah ouais d'accord. Donc t'as pas du tout lu les termes du contrat en fait. Enfin bon, du coup, ça plaît pas du tout à Chizuru, bien évidemment, et vous commencez déjà un petit peu à voir le problème. Ouais, c'est ce gars-là qui rend tout l'animé une purge. Mais il se trouve que, comme par hasard, et vous allez voir, c'est un thème assez commun dans cet animé, la grand-mère de Chizuru, elle est également hospitalisée dans cet hôpital-là. Et que, comme par hasard, elle est amie en fait avec la grand-mère de Kazuya. Donc le problème c'est que les deux grand-mères elles sont beaucoup trop heureuses que leurs petits-enfants respectifs soient en couple
Et donc du coup, ils se retrouvent dans une situation bien embêtante, puisqu'ils sont obligés de faire croire qu'ils sont vraiment en couple à leurs deux grand-mères. Mais bon, on se dit que c'est pas trop grave, ils vont dire à leurs grand-mères respectives qu'ils ont rompu, c'est des choses qui arrivent pour des étudiants. Ah mais, comme par hasard, c'est dingue, ils vont dans la même fac. Et comme par hasard, ils sont voisins. Mais non. Ouais, on est vraiment en manque d'inspi là en fait. C'est que les deux personnages, ils sont tellement pas du même monde, on est obligé de mettre tout un stratagème en place pour qu'ils puissent même se côtoyer quoi. Et en plus, bah, Kazuya étant l'énorme loser qu'il est, il finit par présenter Chizuru à son propre groupe d'amis comme étant sa petite amie. Sauf que le problème, c'est que dans son groupe d'amis, bah, il y a des gens qui connaissent sa grand-mère. Donc il peut même pas dire à ses amis qu'il a rompu avec sa copine, ni dire à sa grand-mère qu'il a rompu avec sa copine, parce que c'est tellement un loser que tout le monde croit que c'est la première fois qu'il a une copine. Enfin, c'est un bordel monstre, et au début, ça marche. Je ne dirais pas que c'est complètement imbuvable. Mais on peut pas rester dans une situation pareille pendant 3 saisons, quoi. C'est évident. Hein, c'est évident. Alors, duo catastrophique, s'ajoutent 3 personnages. Mami, l'ex de Kazuya, qu'on a déjà vu juste avant, qui semble être un petit peu l'ex jalouse, mais qui en même temps a des motivations qui sont pas toujours hyper compréhensibles. Elle sera donc un peu l'antagoniste de cette histoire, et je mets bien des guillemets ici parce que en réalité, il n'y a vraiment pas besoin d'antagoniste dans cette histoire, tellement Kazuya a une façon incroyable de se mettre tout seul dans la merde. On trouve également un peu plus loin dans la première saison le personnage de Ruka, qui est une autre petite amie à louer et qui au départ sort avec un ami de Kazuya. Mais pour une raison qui a échappé complètement à tout le monde, tombe éperdument amoureux de lui après une scène qui le justifie pas du tout quoi. Juste elle tombe des escaliers et le mec la rattrape et voilà. Mais bon, ce genre de scène un petit peu loufoque où il y a une fille qui tombe éperdument amoureux d'un mec pour aucune raison, ça, on a l'habitude dans les animés. Moi, ce qui me gêne ici, c'est le fait que, elle est lycéenne, quoi. Ouais, c'est une meuf de 17 ans. Bon, je veux bien, 20 ans, 17 ans, c'est pas une énorme différence, mais pourquoi est-ce que c'est une lycéenne? Il y avait littéralement aucune raison d'en faire une lycéenne. Tu fais que c'est une meuf de 18 ans, il y aurait eu quand même l'aspect plus jeune et on aurait pu garder le personnage exactement pareil. Juste, ils voulaient remplir l'un de leurs fantasmes. Et puis en plus, ça pose quand même la question de comment est-ce que l'application pour louer une petite amie marche, quoi. Parce que là, tu loues quelqu'un de mineur, une lycéenne. Enfin bref, ça m'étonne même plus. Elle joue une sorte d'obstacle supplémentaire pour Kazuya, puisque après qu'elle ait découvert l'identité secrète de Chizuru comme étant une petite amie à louer, eh bien elle fait du chantage à Kazuya pour le forcer de sortir avec elle. Donc on a donc une mineure qui sort avec le perso principal alors que lui ne ressent absolument rien pour elle et qu'il est plus âgé de au moins 3 ans. Et lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est qu'elle a des gros seins. Et qu'elle est bonne. Ok. À ça s'ajoute un autre personnage, Sumi, qui est une petite amie à louer, qui est en fait une amie de Chizuru, qui est très timide, et que Kazuya aide à devenir moins timide. Bon, en vrai, elle sert un peu à rien, juste à donner des scènes à quelqu'un d'autre que Ruka quand Kazuya peut pas être avec Chizuru. Mais bon, elle est mignonne, donc c'est pas trop grave. Et finalement, dans la saison 3, on retrouve Mimi, l'autre voisine de Kazuya, dont je parlerai un peu plus tard dans la vidéo, quand j'aborderai la saison 3. Donc voilà, avec tout ça, vous pouvez déjà vous faire une image globale de l'anime, et on est déjà capable de voir un problème dans l'écriture de l'anime. Le sujet principal est une romance, complètement forcée. Et oui, parce qu'en fait, c'est Kazuya qui se force carrément dans la vie de Chizuru, que ce soit par la première scène où il la présente comme sa petite amie, ce qui, je vous rappelle, a quand même lancé toute cette merde-là, et même par la suite quand il continue constamment de la louer en voulant toujours essayer de gagner des points auprès d'elle pour pouvoir passer du temps avec elle. Ça en devient carrément pathétique en fait. Sachant qu'il faut quand même se dire que tout ça, avant la saison 3, c'est uniquement superficiel. C'est-à-dire que Kazuya, les seules remarques qu'il fait, ce n'est que par rapport au physique de Mizuhara. Ça n'a
rien à voir avec qui elle est, ni qu'est-ce qu'elle fait, ni ses passions. Et c'est là vraiment où on se dit, il faut que ça s'améliore avec le temps. Il faut que ce synopsis-là, le couple réussisse à s'en libérer pour créer une dynamique entre les deux qui en fait est complètement différent que ce qu'on avait de base. Et qu'est-ce qui est fait? On garde exactement la même situation pendant 2 saisons entières. Alors oui, ils se voient plus régulièrement en dehors de la location, oui, ils en ont aussi appris un peu plus sur leur vie respective, et oui, il y a eu quelques rapprochements entre les personnages. Mais le problème, c'est que rien ne s'est passé parce que les personnages le voulaient réellement. C'est toujours la situation, une sorte de stratagème dans le plot, qui leur permet de se parler et potentiellement de s'ouvrir un petit peu à l'autre. Et en fait, c'est en aucun cas les personnages qui le veulent. Si on regarde la soirée par exemple qu'ils ont passé ensemble avec leur groupe d'amis, celui-là où Kazuya rentre complètement bourré et où Chizuru finit par le ramener chez lui, en fait, ils se sont rapprochés uniquement parce que c'était une coïncidence et que leurs 2 groupes d'amis les ont fait se rencontrer. Et c'est très souvent ça qui se passe dans cette série-là, c'est que rien n'est réellement voulu, ce qui donne un petit peu un goût amer à tout. On se demande constamment si jamais c'est vraiment ça qu'ils veulent, si jamais ils veulent vraiment s'ouvrir l'un à l'autre et améliorer leur relation. Et ça en fait c'est quelque chose qui se passe constamment dans la série. L'auteur met en place un stratagème, une excuse, une coïncidence pour réussir à faire en sorte que les 2 personnages puissent se rencontrer et tisser des liens, mais sans changer le statu quo. Le problème c'est qu'en fait ça donne juste l'impression de forcer une relation qui est pas forcément voulue, en tout cas au début par Chizuru au moins. Et je pense que cette manie de l'auteur, c'est ce qui donne cette impression qu'on traîne et que la relation elle évolue pas. Ce qui est très frustrant quand le thème principal de l'anime c'est justement cette romance. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est quand même très souvent utilisé dans les animés et c'est pas si mauvais en soi. Créer des situations un petit peu farfelues pour permettre aux 2 personnages de tisser des liens, c'est quelque chose qui traîne plus du cliché, du stéréotype d'animé que réellement d'une erreur d'écriture. Mais il faut quand même se dire que, en général, ces situations-là permettent de faire au moins avancer l'intrigue. Sauf que là, ces situations-là ne changent littéralement rien. On revient constamment au statu quo à chaque fois qu'une situation comme ça se passe. Regardez par exemple ce que je viens de faire. J'ai fait un comparatif du statut de la relation à la fin de la saison 1 et la fin de la saison 3. Sachant qu'il y a eu beaucoup d'épisodes entre ces 2 moments et beaucoup de situations comme je vous parlais juste avant. Et en fait, si jamais on regarde justement ce fameux statu quo, pratiquement rien ne change. Alors oui, ils se voient différemment, ils sont capables de se parler un petit peu plus profondément, mais la relation en tant que telle, rien n'a changé. Pratiquement rien n'a changé. Donc pourquoi je regarde 3 saisons de cette grosse merde si jamais rien ne change? Et parler de ça, ça me permet justement d'en venir sur le 2e point d'écriture qui m'énerve vraiment, c'est que aucun des 2 personnages est capable de parler. Ils ne communiquent pratiquement jamais en fait. Et pourtant, les 2 apprennent des choses l'un sur l'autre constamment. Et pourtant, il y aurait la place en fait d'avoir des discussions intéressantes sur qu'est-ce qu'ils pensent l'un de l'autre, même qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur avenir, ou potentiellement comment est-ce qu'ils veulent gérer la situation bizarre dans laquelle ils sont depuis pratiquement plus de 2 ans. Sauf que, absolument rien n'est fait, il n'y a pas un moment où est-ce qu'ils discutent sincèrement, et pire que ça, ils en viennent carrément, dans la saison 3 justement, à faire intervenir d'autres personnages pour leur faire se dire ce que eux ne sont pas capables de dire. Et en fait, ça rend juste le tout hyper frustrant parce qu'on se rend compte que les 2 personnages principaux, ils sont incapables de discuter comme des adultes un minimum responsables. Ils sont quand même la vingtaine les 2 en fait. En plus, devoir utiliser des personnages secondaires comme ça pour faire avancer l'intrigue entre les 2 personnages principaux, en fait, tout ce que ça provoque, c'est de créer des personnages qui sont complètement vides de sens. En fait, à part le duo principal, les autres personnages, on s'en fout un peu. Ruka, elle est juste là pour que Kazuya se rende compte qu'il aime vraiment Chizuru. Ça, on s'en doutait un petit peu, puis je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin d'un personnage pour ça. Sumi, elle aide à trouver des solutions quand il y a un problème qui se trouve face à lui. Sauf que ça montre juste que Kazuya est incapable de régler des situations tout seul. Et Mimi, elle permet de mettre un petit peu de bon sens dans la tête des 2 personnages principaux
Chose qui me manquait affreusement, qu'on soit bien d'accord, mais en fait, c'est juste un peu triste pour les personnages, ça montre bien qu'ils sont incapables de faire preuve de bon sens. Mais ça, ce serait pas un problème si jamais ces personnages étaient uniquement secondaires. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Ruka et Sumi, elles ont leur propre épisode. Sauf qu'en fait, savoir pertinemment qu'elles remplissent juste un rôle et permettent juste à Kazuya de comprendre un petit peu la situation, comme si jamais c'était un gros bébé, bah ça fait en sorte que toutes leurs actions, bah, elles sont dénuées de sens complètement en fait. Donc pourquoi je regarde un épisode entier sur Ruka alors que je sais pertinemment que ça ne sert à rien. Et c'est là en fait qu'on se rend compte à quoi ça sert. C'est uniquement pour faire du fanservice. Du fanservice sur des personnages qui sont soit mineurs lycéennes, soit dépictés comme étant très jeunes et mignonnes et pures et ok. Ouais. Mais le pire là-dedans, c'est que c'est complètement assumé en fait. Il suffit juste de voir le nombre incalculable de blagues salaces, beaufs et qui dénigrent vraiment l'image de la femme qu'on trouve dans cet animé. C'est vraiment là qu'on se rend compte que bah ouais, les personnages féminins dans les animés, bah ils sont 3/4 du temps écrits par des mecs. Et là, ça se voit vraiment. Pour vous dire, pendant que je me rematais cette purge pour faire cette vidéo, j'ai pris le temps sur un petit carnet de noter le nombre de fois où les mêmes blagues tombaient. Et j'ai fait une petite liste de ces situations-là. Et je vous ai même fait un petit montage pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point les mêmes blagues beaufs, salaces, dégueulasses sont refaites en boucle dans l'animé. C'est parti pour... Mais ça a été écrit par un homme, ça. En premier, nous avons le classique, le géant, le magnifique. Je me tabasse le pingouin en live. やば、こりゃ相当溜まって。はあ、一回抜いとくか。何やってんだ俺は。 Oh mais quel bonheur d'avoir une minute de branlette dans mon épisode hebdomadaire de 25 minutes. En deuxième, nous avons une femme pas. Je n'écoute pas. 今回は仕方ないってことでまた次最悪だ。どんだけプロなんだよ。初対面でつけだと思う。ダメだ。全く集中できねえ。これが恋人じゃなくて何なんですか。 Mais oui, bien sûr, c'est beaucoup mieux d'entendre toutes les remarques sur la tenue ou les nibards plutôt que d'entendre ce que le personnage a à dire. Et en première position, nous avons celui qui a failli me faire exploser mon PC. Le fameux « J'aimerais trop être son mec ». « 14. Vous vous rendez compte ? 14 sur 36 épisodes. Ils font la même exacte blague tous les 2,57 épisodes, soit pratiquement la même exacte blague pour chaque rendez-vous. Et après, vous vous demandez pourquoi je m'amuse pas en regardant cette grosse merde ? Vous savez, c'est même pas le pire en fait dans tout ça, parce que des comiques de répétition pas marrants, des personnages féminins mal écrits, des romances à rallonge, des blagues dégueulasses, ça c'est un truc que plein d'animés ont déjà, et c'est même un truc qui est plutôt ancré en fait dans l'industrie, malheureusement. Ce qui fait que je considère en tout cas personnellement que cet animé c'est l'un des plus mauvais en termes de romance, c'est la faute d'un seul personnage, cette énorme fraude qu'est Kazuya.
Sincèrement, je crois que j'ai jamais vu un personnage aussi détestable que ce mec-là. Pas seulement parce qu'il est horriblement cruel ou un énorme dégueulasse, parce que ça il l'est, mais c'est pas pour ça en fait qui m'énerve. C'est parce que j'ai jamais vu un personnage masculin dans une histoire, en tout cas en tant que personnage principal, qui soit aussi pathétique et égocentré, mais sans jamais trouver un chemin de rédemption. Et je pense que c'est bien là le problème. Pas le fait que Kazuya soit un loser, parce qu'en fait c'est le cas dans beaucoup d'animés, on a un nombre incalculable en fait de personnages principaux qui sont dépictés comme des gros losers. Mais ça nous empêche pas de voir le personnage évoluer, de pouvoir s'identifier au personnage, ou même juste de comprendre ce qu'il vit. Mais le problème avec Kazuya, c'est que il se met tout seul dans des situations gênantes, de par ses mensonges et ses choix, qu'il se dit à lui-même qu'il est un loser et qu'il fait des mauvais choix, mais que derrière, il prend jamais les bonnes décisions pour arranger ses conneries. Et ça, c'est même si jamais il en prend une, en fait, à la base. Et c'est là que rentre le premier point que je lui reproche, c'est vraiment son incapabilité. Ce mec est un incapable. Parce que faut quand même se rappeler qu'à la base, c'est lui qui présente Chizuru à sa famille et ses amis comme sa copine. C'est-à-dire que c'est lui qui provoque tout ce micmac étrange de il faut qu'on le dise, faut pas qu'on le dise. Et ensuite, c'est lui qui va laisser des personnages comme Mamie l'embrasser à la plage. Alors, c'est elle qui vient vers lui, mais il aurait quand même pu faire quelque chose pour en empêcher. Et ça va juste donner plus de raisons à Mamie de créer tout son petit plan là pour les prochaines saisons qui pose plein de péripéties et plein de problèmes. C'est lui aussi qui va laisser Ruka l'embrasser, ce qui va juste renforcer encore plus son amour pour lui. Et tout ça, ça provoque juste plein de problèmes qu'il est incapable de résoudre. ハードモードにした覚えはねえぞ。 Bah oui, non, jure, et c'est la faute de qui en fait, mec? Et c'est ça qui me pose vraiment problème, parce que très souvent, l'auteur il a envie qu'on compatisse avec lui. C'est vrai que la situation elle est vraiment compliquée, c'est vrai qu'on lui fait du chantage pour pouvoir sortir avec lui, mais le problème c'est que j'ai aucune compassion pour lui parce que il essaye pas de régler la situation. Des fois même il s'en contente et il est plutôt heureux que ça se passe comme ça. Et le peu de fois où je me dis bah c'est bon, il va enfin essayer de régler la situation et de réparer ses erreurs, bah il y a un événement ou une situation spécifique qui l'en empêche. Bon, d'accord, là dans ce cas-là c'est pas sa faute, mais ça aide pas du tout son cas au final parce que il laisse complètement tomber après, alors qu'en vrai il pouvait juste prendre son téléphone, appeler sa mamie, lui dévaler toute la vérité et il n'y aurait pas eu besoin de faire 3 saisons comme ça quoi. Et ça fait un lien direct avec le deuxième point que je lui reproche, c'est vraiment son égocentrisme. Selon la définition, c'est la tendance à toujours tout ramener à soi. Prenons à présent ce moment de la saison 3, attention spoiler, où on est juste après la mort de la grand-mère de Chizuru et où Kazuya a organisé tout un date pour essayer de lui remonter le moral. Ce qui, par ailleurs, lui a été inspiré par Sumi, il serait incapable de prendre cette initiative lui-même. Le problème, c'est que tout au long du date, il a bien vu que c'était pas la solution idéale puisque Chizuru n'avait pas vraiment besoin de ça. Ce qu'elle avait vraiment besoin, c'était quelqu'un à qui parler, à qui se confier et potentiellement une épaule pour pleurer. Elle qui est tout le temps toute seule à gérer ses problèmes, bah elle n'avait pas vraiment besoin de passer un bon moment, mais plus de pouvoir en discuter. Et qu'est-ce que c'est la première réaction de Kazuya quand il se dit enfin « Ah, c'est pas ce que j'avais besoin de faire en fait ?» C'est de lui déclarer sa flamme de manière hyper ambiguë, comme si jamais ça allait soigner la douleur qu'a causé la mort de sa grand-mère. Et vous allez me dire que c'est pas une situation d'égocentrisme là, parce que bah même si jamais il lui avoue sa flamme et que c'est peut-être pas le meilleur moment, bah il fait quand même ça pour elle. Et oui, j'entends bien que la déclaration c'était aussi une façon de dire à Chizuru qu'elle avait le droit de pleurer. Le problème, il se trouve vraiment dans l'exécution. Kazuya ne parle pratiquement que de ce que sa copine idéale ferait pour lui. À quel point elle est jolie et à quel point elle est là pour lui. Et même si jamais implicitement il décrit Chizuru, bah du point de vue de Chizuru, elle n'en est pas forcément sûre en fait. Et ça sort d'une telle manière que les premiers trucs qui viennent, c'est des compliments sur l'apparence et ce que Kazuya veut en fait, et pas tellement de qu'est-ce que Chizuru, elle, a le droit de faire ou non. Et certains disent que cette scène, elle a justement permis aux deux de créer une connexion plus profonde et de pouvoir faire évoluer leur relation. Mais je suis désolé, moi, tout ce que je vois, c'est que c'est un mec égocentrique qui avoue sa flamme à une femme au bord des larmes, alors que bah, c'est pas ce dont elle a besoin à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que il aurait juste
pu lui dire « Tu as le droit de pleurer, je suis là pour toi, parle-moi-en ». Il aurait dû se montrer en tant que soutien et pas juste directement se référencer à ce que lui il pense, surtout que il lui dit « Ah bah, ma copine idéale » en parlant implicitement d'elle, bah c'est une meuf forte qui ne pleure pas, machin et tout. Et ensuite, à la fin, il lui dit qu'elle a le droit de pleurer de temps en temps. Sauf que, bah, c'est pas vraiment ça qu'elle avait besoin d'entendre, Chizuru. Elle avait justement besoin qu'on lui dise que là, maintenant, elle peut pleurer et que quelqu'un est là pour elle. Et pas forcément, même toutes les remarques sur son apparence, sur à quel point est-ce qu'elle est souriante et elle est belle, c'était vraiment pas nécessaire, quoi. Mais encore, toutes ces interactions avec Chizuru, on pourrait mettre ça sous le joug de la maladresse, du fait qu'il est un petit peu incapable de bien expliquer qu'est-ce qu'il ressent sincèrement, et que même quand il veut bien faire, il fait les choses un petit peu de manière étrange. Mais prenons à présent juste toute sa relation avec Ruka. Déjà, faut quand même dire que cette relation elle n'est pas vraiment réelle et que c'est Ruka qui a forcé la main à Kazuya. Donc bien sûr, elle a plein de torts également dans l'histoire. Mais il faut quand même dire que Kazuya, il la prend absolument pas au sérieux et il est vraiment irrespectueux envers ses sentiments. C'est-à-dire que il est incapable de faire preuve de compassion pour elle. C'est-à-dire qu'il ne ressent vraiment rien pour Ruka, mais il se permet de la mater et même de jouer avec ses sentiments. Et tout ça juste parce qu'il est incapable de penser avec autre chose que sa bite en fait quand il prend une décision. Il suffit de prendre la scène où il est à deux doigts de décider d'officialiser avec Ruka dans la saison 2, mais en fait c'était juste pour lui une façon d'oublier Chizuru, de passer à autre chose. Et il comptait se servir de la pauvre lycéenne qui est folle amoureuse de lui pour s'engager dans une relation dont il n'en avait rien à foutre. Juste briser son cœur, tout ça dans le but de lui se sentir mieux et être capable de passer à autre chose. Je suis désolé, mais si jamais ça c'est pas de l'égoïsme, je vois pas ce que ça peut être. Et pour conclure sur Kazuya, j'aimerais vraiment parler du trait qui m'agace le plus chez lui, même si jamais c'est pas vraiment un trait de personnage qui est peu commun dans les animés, mais c'est à quel point est-ce qu'il est pathétique. Bon, même si jamais ça c'est plus vraiment une surprise, en fait je trouve que ça rend vraiment difficile le fait de se connecter avec lui. Je dis pas que je suis un exemple de comportement en société, mais dans le cas de Kazuya, on frôle vraiment le fond du trou, quoi. Entre les moments où il se permet de poursuivre Chizuru parce qu'il la voit en date, pas du tout flippant le mec, ou même les fois où il est en train de fantasmer sur chaque meuf qui croise son regard, et puis le nombre de fois où il y a des remarques sur à quel point est-ce que c'est un puceau, ou même le nombre de fois où est-ce qu'il est obligé de se retenir pour mater quelqu'un, c'est vraiment ridicule. Et on se retrouve donc avec un personnage qui est présenté comme un gros loser, le loser par excellence même, et pourtant l'auteur veut nous faire croire que c'est un mec bien, qu'on devrait l'apprécier, alors que tout ce que je me dis c'est que putain mais enfermez ce mec quoi. Et alors, parlons enfin de la place qu'il occupe dans la romance avec Chizuru. Mais quel plaisir que j'ai d'essayer de m'identifier au personnage qui est si incapable et dénué de passion ou de profondeur qu'il pose sur un piédestal la première meuf venue et devient alors une sorte d'esclave qui ferait absolument n'importe quoi pour avoir ne serait-ce qu'un sourire. Sincèrement, la dynamique entre Kazuya et Chizuru, elle est vraiment bizarre. D'un côté, l'auteur il veut nous montrer comment Chizuru elle est trop bien pour Kazuya, à quel point Kazuya lui il est juste bon à ramper auprès d'elle pour obtenir un tout petit peu de son temps, mais d'un autre côté, il le présente parfois comme le mec génial que Chizuru attendait et dont Chizuru va tomber amoureuse. Sauf que non, je suis désolé, mais l'amour que porte Chizuru envers Kazuya, il est purement superficiel. C'est le plot qu'il nécessite parce que y a aucun moyen qu'une meuf comme ça puisse trouver ce mec là intéressant quoi. Le mec il a pas de passion, pas d'histoire, il est ultra égocentrique, il est tellement désespéré qu'il est obligé de louer une meuf pour pouvoir voir quelqu'un quoi. C'est vraiment triste et au final, moi j'avais un petit peu l'espoir que dans la saison 3, je vous en parlerai un petit peu plus en détail après, qu'il allait potentiellement trouver une passion, quelque chose qui l'intéresse sincèrement. Sauf que en fait non quoi, ça n'a
aucun impact sur le reste de la saison 3 et maintenant aujourd'hui la saison 4. Et oui, Chizuru est tombé amoureuse de lui réellement pour les actions qu'il fait. Le fait de créer un film pour elle et tout, ça montre bien qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir potentiellement avoir quelque chose avec elle. Mais le problème justement il se trouve ici, c'est que c'est difficile de dire que ce qu'il fait c'est beau quand on sait pertinemment que toutes ces actions elles sont faites uniquement pour avoir une chance de pécho Chizuru quoi. Toutes ces actions elles sont faites dans ce but et c'est vraiment difficile d'apprécier ce couple et d'y trouver une sorte de profondeur et de beauté quand on sait que c'est juste une sorte de relation d'esclave à déesse magique du cul. Et me sortez pas de l'argument de la grand-mère mourante machin et tout, ils veulent nous le vendre comme ça mais c'est jamais le cas en fait. C'est à dire que dès que Kazuya dans sa tête il se dit mais qu'est-ce que je peux faire pour elle, c'est pas pour Sayuri en fait, c'est uniquement pour Chizuru. Il s'en fout de sa grand-mère, faut arrêter les conneries, moi j'en ai marre des gens qui me disent ça. Et pour appuyer un petit peu mon propos, comparons Rent a Girlfriend à une autre romance dans un autre animé que je trouvais personnellement étrangement assez proche au niveau de la situation et de comment est-ce que c'est construit. Je sais pas si jamais vous connaissez cet animé qui a pété tous les scores à sa sortie et qui a un score de 100% sur Rotten Tomatoes. Oh bah là, pas plus, pas envie de me faire strike non plus. Et oui, je considère que la romance entre Momo et Okarun, en fait, elle est assez proche de celle qu'on peut voir dans Rent a Girlfriend. Les deux persos masculins, ce sont des gros losers avec peu ou pas d'amis. Les deux persos féminins sont des persos plutôt tête brûlée, capables de se gérer toutes seules, et sont bien trop bien pour les persos masculins. Et les deux couples se retrouvent souvent obligés de coopérer parce qu'il y a une situation étrange qui les y oblige. Les deux couples sont entourés d'autres personnages féminins, arrête dingue du perso masculin pour une raison plutôt obscure d'ailleurs. Mais alors, pourquoi est-ce que Momo et Okarun marchent si bien comparé à Kazuya et Chizuru? Eh bien, on y trouve la raison dans deux points. Je vais aborder en premier ce que j'appelle personnellement la progression post-synopsis. En effet, dans beaucoup ce genre d'animé, le synopsis il peut être plus ou moins un double tranchant. Il peut être ce qui va permettre aux gens de se mettre dans l'animé, mais aussi peut-être ce qui va faire en sorte que les gens vont arrêter de regarder. Pour qu'un animé à synopsis étrange fonctionne, il faut être capable de s'en séparer, de créer des personnages qui ont une progression logique et intéressante depuis celui-ci. Et ça c'est un truc que Dandadan il fait parfaitement. Parce que oui, dès le premier épisode, le synopsis il est pratiquement fini. C'est-à-dire que je vous rappelle quand même qu'à la base Dandadan c'est un animé où il y a des aliens et des fantômes et qu'il y a un fantôme qui a piqué les boules du gars. On est quand même à ce niveau de synopsis de base. Sauf que dès ce premier épisode, on comprend très bien que les deux ils s'aiment. Et même si jamais ils ont chacun leurs propres défauts respectifs, ils deviennent au fur et à mesure des forces, des choses qui deviennent complémentaires pour créer à la fois une relation de plus en plus saine. Par exemple, si on prend Momo, elle a tendance à constamment repousser les gens autour d'elle. Elle le fait avec Okarun au début, mais en fait son amour naissant pour lui fait se rendre compte que c'est un problème et que elle est obligée de l'adresser en discutant. Okarun quant à lui, il est tellement défaitiste qu'il n'arrive pas à imaginer que Momo puisse l'aimer et il fait que fuir et se dire qu'il est un poids en fait pour elle. Et ça il le fait jusqu'à ce qu'il se rende compte que il l'aime vraiment et qu'en fait il a envie de faire quelque chose pour elle, suite à quoi en fait il fait pratiquement tout pour elle. Et là je pense que vous commencez à voir pourquoi je fais un parallèle entre ces deux animés et ces deux romances, parce qu'il y a plein de choses qui sont en commun. Mais alors pourquoi est-ce que ça marche pas pour Chizuru et Kazuya? Déjà quand on regarde les deux, il n'y a aucun des deux qui est capable de surmonter ses défauts. Alors il y a peut-être Chizuru qui réussit de plus en plus à s'ouvrir aux autres, mais en fait Kazuya, il n'a pratiquement aucune progression. Et le pire même, c'est que la balance des défauts, elle est tellement du côté de Kazuya que c'est presque impossible de comprendre pourquoi est-ce que Chizuru, elle l'aime bien. C'est-à-dire que dans Dandadan, on comprend pourquoi est-ce que Momo finit par bien aimer Okarun. C'est qu'il y a une raison, il a des qualités, même si jamais il a plein de défauts qui contrebalancent un petit peu. Et ça crée un personnage en fait qui est beaucoup plus humain que ce qu'on peut voir dans Rent a Girlfriend. Et au final, c'est peut-être ça qui me dérange le plus dans Rent a Girlfriend, c'est que il y a une telle différence entre les deux personnages qu'on peut même pas voir pourquoi est-ce qu'ils sont vraiment ensemble. Et si en plus on ajoute à ça la façon comment Okarun lui gère sa relation avec Aira, il lui dit directement qu'il est
pas intéressé, ce qui renforce encore plus le fait que il aime que Momo et ce qui donne un petit peu de légitimité en fait à leur relation, alors que Kazuya lui il garde juste Ruka sous le coude et parfois même il lui fait quelques avances, ce qui décrédibilise complètement son amour pour Chizuru. Ainsi, on voit que les deux couples ils sont comparables par rapport au synopsis et même aux dynamiques de personnages, mais en fait ils sont complètement différents sur la façon dont c'est exécuté et surtout la progression de leur relation. Et donc voilà, c'est définitif, Rent a Girlfriend c'est le pire animé de romance de l'histoire. Spoiler, non, je pense pas que c'est le cas. En effet, il est temps de parler de la seule chose peut-être qui offre une mini rédemption en fait à cet animé, c'est cette fameuse saison 3 qui, bien que seule et plutôt moyenne, est en fait une véritable bouffée d'air frais pour la série. Pour vous la faire courte, parce que cette vidéo dure déjà depuis bien trop longtemps, on finit la saison 2 sur le projet de création de film de Kazuya pour Chizuru dans le but de le montrer à sa grand-mère juste avant sa mort, parce que c'était quand même le rêve de Chizuru à la base. La saison commence alors par Kazuya qui prend enfin les choses en main et essaie de faire quelque chose d'utile pour la première fois depuis le début de la série. Et on voit tout au long de la saison, il essaie de se donner à fond pour ce film. Et avec l'introduction de Mimi, les choses semblent vraiment pouvoir avancer. Franchement, Mimi, je pense que c'est le meilleur qui sort de la saison 3. Cette meuf n'a pas le temps. Je pense vraiment que je la décrirais comme si jamais c'était un fan de la série qui s'était réincarné dans un personnage. C'est-à-dire qu'elle est présente depuis 2 épisodes et elle a déjà fait plus que Kazuya dans toute la série. C'est-à-dire que c'est elle qui aide Kazuya à finir le financement du film, c'est elle qui dit à Kazuya que Chizuru l'aime et inversement. En fait, elle fait tout ce qu'on attendait et ce que nous, téléspectateurs, on se disait, elle le fait en 2 épisodes. Et d'un côté, c'est vraiment un soulagement parce que tous ces sujets, ça faisait pratiquement 2 saisons qu'on attendait qu'ils soient enfin sur le tapis. Mais d'un autre côté, ça renforce encore plus le manque de communication entre les deux personnages et l'incapacité de ceux-ci à faire avancer leur relation, quoi. Le point positif, cependant, c'est que cette saison, elle donne quand même une raison à Chizuru de scoltiner Kazuya outre son boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il est sérieux dans ce qu'il fait et il lui permet quand même de réaliser son rêve d'enfance, même si jamais il le fait dans son propre intérêt dans le fond. Cette saison, elle est définitivement une façon pour l'auteur de réparer les plus gros trous en y mettant du sparadrap. Mais au moins, on les adresse. Il faut également avouer que cette saison 3, elle nous a donné les plus belles scènes de la série. La grand-mère de Chizuru sur son île mort et la réalisation du rêve de Chizuru, c'est des scènes très belles qui, même moi, grand hater de la série, elles m'ont ému. Et c'est aussi pour ça que cette saison, elle est aussi bonne comparée aux autres. En fait, il s'y passe réellement quelque chose qui sort du synopsis de base. Et tout ce que j'aurais aimé, c'est que tout ce qui s'y passe, c'est un impact plus important sur le reste de l'histoire. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette fameuse saison 4 ? Eh bien, au vu de comment s'est terminée la saison 3, tout ce que j'espère, c'est que l'auteur donne enfin à Kazuya la capacité d'être un MC au moins potable, au moins regardable, et pour ce faire, je pense qu'il faut jouer sur l'impact que le film peut avoir sur lui. Peut-être qu'il va se rendre compte qu'il est capable de faire des choses, gagner un petit peu confiance en lui, et peut-être même commencer à apprécier réellement et à prendre du crédit et plaisir à faire des choses pour lui, et pas juste parce qu'il veut serrer Mizuhara. On pourrait même mélanger un petit peu les deux, c'est-à-dire que lui créer une passion pour la production de films, mais en même temps garder Mizuhara comme son truc principal, sa passion principale. Il pourrait par exemple juste se lancer comme manager de Mizuhara dans sa carrière, et ça leur donnerait une raison de se voir qui change du synopsis de base et qui soit un peu plus logique. Et ça pourrait même créer une relation un petit peu à l'instar de Pseudo Harem et Gigi Harem pour ceux qui connaissent. Mais c'est vrai que cette solution, elle serait quand même un petit peu amère au vu du temps qu'on a attendu. J'ose en tout cas espérer que la saison 4 puisse enfin essayer de boucher ou même juste de cacher les trous que les premières saisons ont laissés. Même si, pour être honnête, j'ai peu d'espoir. Salut, c'est le mois du montage de la vidéo, et en fait j'ai mis tellement de temps à la sortir qu'une bonne partie de la saison 4 est sortie. Je voulais donc revenir un petit peu dessus de manière très brève pour faire un petit peu un débrief de ce que j'en pense pour l'instant. Pour l'instant, on n'a que jusqu'au 4ème épisode. Et ce que j'ai direct remarqué, c'est que cette saison, elle a envie de mettre un terme à beaucoup de situations gênantes qui traînent depuis trop longtemps.
Que ce soit la relation entre Ruka et Kazuya, que Kazuya essaie justement d'arrêter dans l'épisode 4, ou même la relation semi-personnelle, semi-professionnelle entre Kazuya et Chizuru qui semble tendre beaucoup plus du côté personnel. Je dirais que pour l'instant c'est plutôt positif, même si jamais je suis extrêmement frustré du fait que le film n'a l'air d'avoir absolument aucun changement sur la vie de Kazuya. Il n'a pas de nouvelles passions, rien qui est adressé directement en tout cas. On a juste un Kazuya qui est un peu plus confiant et qui souhaite faire bouger les choses, mais sans réellement l'expliquer par l'effet que le film a pu avoir ou pas. Je dirais que c'est convenable, un peu frustrant et que j'attends de voir le reste de la saison pour me faire un réel avis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire si jamais j'ai dit quelque chose qui vous a pas plu ou à l'inverse vous êtes d'accord avec moi. J'essaierai de faire de plus en plus de vidéos au fur et à mesure du temps, quand j'aurai pris un petit peu la main dans tout le phénomène de création de vidéos. Et en tout cas, nous nous verrons très bientôt.